Bonjour Johanna, Bonjour Jean-François. merci d'être avec nous aujourd'hui pour un sujet qui est très très important et qui soulève pas mal de débats. On peut même parler d'un sujet tabou, mais qui est essentiel pour l'avenir de nos enfants. Il s'agit de les protéger des violences sexuelles et c'est tout l'objet de ton livre que j'ai dévoré et qui m'a permis d'apprendre énormément de choses et surtout de me donner des clés pour pouvoir accompagner à la fois les enfants, mais surtout les parents et aussi les professionnels, parce qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. Et déjà, je te remercie de l'avoir écrit. Et j'ai une première question qui me vient. Pourquoi ce sujet de la sexualité en général est tabou? Est-ce que pour toi, c'est justement un frein à ce qu'on ait un accompagnement euh, pédagogique, en tout cas sur le sujet, et qu'on puisse justement aider les enfants à la fois à acquérir des outils pour se protéger, mais aussi aider aussi les parents à se rendre compte qu'ils ont peut-être été aussi victimes de certaines violences et dépasser ceci? Et comme tu le dis, je pense qu'il y a un problème général de difficulté à aborder la sexualité, et puis il y a un problème particulier pour ceux qui ont été, en plus de ça, victimes eux-mêmes, qui font que ça peut compliquer encore plus la tâche. Au problème général, la plupart des parents qui sont parents aujourd'hui n'ont pas reçu d'éducation affective, à la vie affective, relationnelle et sexuelle, en tout cas très peu à l'école et généralement assez peu dans les familles, avec parfois des familles où c'est vraiment tabou, et à l'inverse, certains qui pensent avoir reçu une éducation sexuelle, mais dans une famille où finalement il n'y avait pas beaucoup de limites, avec toute la libération des mœurs qu'il y a eu dans les années 70, mais qui a pu aussi avoir ses excès, avec des enfants qui aujourd'hui sont devenus adultes, qui ont été exposés à de la nudité de façon excessive, aux pratiques sexuelles de leurs parents, qui ont été les confidents des histoires amoureuses et sexuelles de maîtresses, d'amants de leurs parents. Donc tout ça, c'est quand même des choses qui sont chargées émotionnellement, et qu'on ait eu une éducation sexuelle, mais avec tout ce lot de choses très très difficiles qui fait que c'est pas vraiment une éducation sexuelle, c'est plutôt de l'exposition crue à de la Hmm. sexualité qui est très difficile à digérer, même si la plupart des gens qui ont vécu ça pensent avoir une éducation Hmm. sexuelle, ou que ça a été tabou. Au final, dans les deux cas, je pense que ça empêche tout autant de penser et d'avoir les mots appropriés pour savoir comment ne pas reproduire ça avec son propre enfant. Et évidemment, c'est encore plus vrai si on a été exposé, ce qui est quand même le cas de plus de 5 millions de Français. Oui. Plus de 5 millions de Français ont été exposés à de la violence sexuelle, ont été victimes de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Il y en a un certain nombre qui l'ont été aussi après. Et tout ça, ça peut rendre le fait de trouver les bons mots, de ne pas être bouleversé aussi émotionnellement, de trouver qu'est-ce que je dis à quel rythme au Oui. niveau de l'éducation sexuelle particulièrement difficile. Oui, parce que tu parles de rythme et tu parles d'étapes, surtout pour aborder le sujet avec les enfants. Tu as une première tranche d'âge de 0 à 4 ans, c'est Mhm. ce que tu évoques dans ton livre, et ensuite ça déroule, hein, donc après on attaque effectivement l'enfance, la préadolescence, etc. Mm. Mais dès tout petit, on peut aider un enfant à se protéger et surtout à trouver les bons mots pour l'accompagner sur ce sujet par rapport aux violences sexuelles. Est-ce que tu pourrais nous décrire peut-être certaines étapes qu'un parent pourrait suivre pour accompagner son enfant, mais dès tout petit? Oui, oui. C'est vrai que quand on parle d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle des moins de 5 ans, ça peut Oui, paraître très déplacé. Euh, je crois que c'est important d'avoir en tête ce que c'est la sexualité. La sexualité, c'est pas que des relations sexuelles, c'est d'abord le contact, le rapport au corps, le rapport avec l'autre, le contact avec l'autre. C'est comment dire non, c'est accepter d'être touché même de façon non sexuelle. hmm, Donc c'est communiquer ses émotions aussi, beaucoup. Et tout ça, ça s'apprend déjà très tôt. Et un des apprentissages principaux chez ces tout petits, et qui se poursuit encore à la maternelle, c'est comment est-ce que j'ai le droit de toucher l'autre ou pas. C'est ne pas oui, taper, ne pas mordre, ne pas pincer, ne pas pousser. Alors oui, c'est pas de la sexualité, on est d'accord, hmm, mais c'est des bases de rapport au corps, à son corps et au corps de l'autre, qui sont essentielles pour la sexualité après. Et c'est peut-être ça qu'on n'a pas suffisamment en tête, c'est de voir toutes ces briques de, entre guillemets, compétences dont on va avoir besoin plus tard pour nos relations avec les autres, et notamment nos relations amoureuses et sexuelles, qui sont déjà en construction. Et d'apprendre le rapport à son propre corps, et en particulier avant 3 ans, où on n'a pas de souvenirs, mais on mémorise dans son corps, d'avoir des habitudes. J'ai l'habitude
qu'on me prévienne avant de me faire un soin, avant de prendre ma température, avant de me déshabiller, qu'on me demande, ça c'est pour les bébés un peu plus grands, qu'on Hmm. me demande si je suis OK. Alors, sans que ça devienne un truc super compliqué dans le quotidien, hein. Ça peut paraître très compliqué à mettre en œuvre, en fait, c'est juste une petite habitude à prendre Oui. pour donner cette sensation très évidente que mon corps, c'est mon corps. Parce qu'à 6, 8, 10 ans, 12 ans, 15 ans, dire ton corps t'appartient, si c'est pas quelque chose que l'enfant a appris dans ses Hmm. sensations au quotidien depuis toujours, bah c'est évidemment beaucoup plus compliqué et beaucoup moins crédible. Et c'est pour ça que dès bébé, en fait, nommer ce qu'on fait. Un bébé, il comprend pas les mots, mais il comprend les messages, il comprend l'intonation émotionnelle. Donc, prendre déjà l'habitude, ah bah je vais te changer, allez, on enlève la couche, ce que beaucoup de parents font spontanément, en fait. Oui. Et ils savent pas qu'en faisant ça, ils sont en train de protéger leur enfant pour plus tard. Oui, parce que le faire de force, sans avertir l'enfant, etc., finalement, c'est lui faire comprendre que bah, son corps lui appartient pas forcément et qu'on respecte pas ceci. Tu parles d'un exemple également dans ton livre, un enfant qui se fait mal, qui va avoir une douleur quelque part, ou qui va se faire un bleu ou s'égratigner. Si le parent lui dit c'est rien, etc., au lieu d'écouter la douleur de l'enfant, de se mettre à son niveau, et bien finalement on envoie des messages complètement différents, justement, par rapport à ça. Mm. Et j'aime beaucoup cet exemple que tu as pris. Donc là, en l'occurrence, c'est pour ça que ces petits points, comme ces petits points qui nous semblent anodins au quotidien, font comprendre à l'enfant que son corps est important, qu'on le croit, parce que l'idée de la douleur aussi par rapport à une égratignure, bah, si on lui dit c'est rien, il peut se dire bah d'accord, ben, donc ce que je ressens n'a pas d'importance et finalement voilà, je vais arrêter de le dire finalement, parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui veut dire que si il était ensuite exposé à un agresseur, il va pas forcément relater ce qu'il va subir, peut-être. C'est ça. Donc, Et quel que soit, même en dehors des violences sexuelles, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est que ça oui, m'a fait mesurer à quel point, finalement, protéger son enfant des violences sexuelles, c'est protéger son enfant de beaucoup de choses, hmm, d'une façon plus générale. C'est pas se focaliser que sur les violences sexuelles. Et oui, ça, c'est beaucoup plus facile quand on ne focalise pas que sur les violences sexuelles, qu'on focalise sur, enfin, qu'on est, je dirais plutôt sur comment apprendre à son enfant à dire non et à dire non au harcèlement, à dire non aux raquettes, à dire non, enfin, à dire non, c'est se protéger de beaucoup de choses finalement. Et d'apprendre que mon corps m'appartient et que mes états émotionnels, ma douleur, mes blessures méritent qu'on prenne un petit temps, pas forcément un énorme temps. Hein, faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon en tant que parent hmm, et se mettre une pression de dingue et que ce soit contre-productif. Mais d'avoir conscience que ces petits temps qu'on prend régulièrement, ils permettent de contribuer à la sensation de l'enfant qui est important, et que le jour où il lui arrive quelque chose de vraiment grave, ou d'inquiétant même, juste pour lui, bah, il y aura quelqu'un sur qui il peut compter, et c'est essentiel pour la oui. prévention. Les protéger, c'est aussi, donc comme tu le disais, faire respecter leur consentement. Tu donnes aussi des exemples, là aussi, qui peuvent être pas forcément liés, en tout cas dans la tête des parents, à des violences sexuelles, mais qui peuvent donner lieu ensuite à des violences sexuelles. C'est lorsqu'un enfant, par exemple, n'a pas envie de faire un bisou à un grand-parent ou à un oncle, etc., où il se montre réticent. Donc il envoie des signaux clairement de je n'ai pas envie, et souvent, par un réflexe un peu de domination, ou aussi par un système aussi de domination vis-à-vis du propre parent par rapport à ses propres parents, il va imposer, donc le parent va imposer à son enfant de procéder à ceci. Quels sont les dangers de cela? Par exemple, bah, fais le bisou à mamie, quoi. Mmh. Ou alors même l'humilier, parfois, mais il y a même de l'humiliation. Il n'y a que toi qui fais pas de bisous à mamie, etc., Oui. etc. Oui. Alors quels sont les risques par rapport à ça, justement? Je pense qu'il y a deux risques principaux. Le premier, c'est, alors évidemment, c'est pas des violences sexuelles, forcer à faire un bisou, mais c'est déjà faire l'expérience que il y a des circonstances dans lesquelles je suis pas d'accord sur un truc qui touche mon corps et qu'on m'oblige, je dois me soumettre à l'adulte. Hmm. Et le deuxième problème qui est connexe, c'est le fait que généralement, c'est des situations dans lesquelles le parent ne veut pas faire de vagues. Il est lui-même d'une certaine façon soumis soit à la personne, comme tu disais, si c'est son propre parent, soit à une certaine forme de norme sociale, d'évitement de tout conflit, de pas faire de vagues, qui fait que finalement, ce qu'il est en train d'apprendre à l'enfant, c'est pas ok de dire non, même sur des choses fondamentales. Donc l'enfant assimile dans son corps que bah il y a des moments où il faut qu'il se soumette à l'adulte, mais il modélise aussi sur son propre parent une attitude de soumission. Ça se fait à deux niveaux. Et ça, c'est quand Hmm. même assez problématique. Oui. Tu parles beaucoup d'emprise d'ailleurs, et Mm. on va, si tu le veux bien, aborder ce sujet. Euh, L'emprise, comment se met-elle en place? Déjà, on va
si tu veux bien aborder aussi le sujet des dangers, où les enfants sont le plus en danger du point de vue des violences sexuelles. Alors, je pense que beaucoup de gens le savent maintenant, c'est souvent évoqué. On a quand même la très grande majorité des violences sexuelles qui se passent au foyer et par des proches et ou par des proches. Euh, on est aux alentours de 15% des violences sexuelles par des inconnus. Ça veut dire que les 85% qui restent sont par des personnes connues, des proches de la famille ou des membres de la famille. Hmm. Les 15% de violences sexuelles par des inconnus sont généralement des violences plus tardives, puisque c'est des moments où l'ado ou jeune ado est seul dans la rue, par exemple. C'est des violences de rue, de harcèlement de rue, ou encore sur Internet. Ce sont généralement des violences uniques ou très peu répétées. Alors que les violences au sein de la famille ou par un proche durent très souvent beaucoup plus longtemps, et parfois plusieurs années, évidemment. Donc ce sont aussi des violences qui sont répétées, qui sont pas uniques et qui sont d'autant plus dommageables qu'elles sont d'une part très durables et qu'elles maintiennent l'enfant dans un état de vigilance et de stress au long cours qui est extrêmement toxique. Et d'autre part, elles sont faites par des personnes de confiance pour l'enfant ou en tout cas pour ses parents. Et ça aussi, c'est extrêmement dommageable pour l'avenir relationnel et pas juste sexuel, aussi sexuel bien sûr, mais d'une façon générale, ça contamine la capacité à faire confiance, à s'appuyer sur les autres, à être proche, à partager ses émotions. Enfin, c'est quand même assez toxique. Hein. Oui. Et donc parmi les étapes de l'emprise, on veut parler de cette emprise-là, si tu es d'accord, tu parles de 3 étapes particulières: outrepasser les limites, Mhm. rendre dépendant et endormir le sens critique. Pourquoi l'emprise est importante, et je tiens à ce qu'on s'arrête Mhm. sur ceci, parce que c'est un phénomène qu'on trouve un peu partout et qui est assez quasiment, enfin, qui passe un peu inaperçu, on va dire. Parfois, on est sous emprise, on s'en rend pas compte, et c'est d'autant plus facile, effectivement, quand ce sont des personnes qui sont dans l'entourage direct aussi, de mettre ce phénomène d'emprise en place. Alors, qu'est-ce que signifie déjà outrepasser les limites? Peut-être, si tu veux bien, une petite chose qui me semble vachement importante, c'est que 1% des violences sexuelles sur enfants sont commises avec violence. Oui. Ça veut dire que 99% sont commises sans violence. Mhm. Et ça met l'accent, cette statistique-là, tout simplement, ça met l'accent sur à quel point c'est important de repérer les facteurs de risque d'emprise et les tentatives de mise en place d'emprise par des agresseurs potentiels, on va dire. Faut pas Mhm. devenir complètement parano, mais d'avoir conscience des choses qui peuvent mettre la famille ou l'enfant à risque, ça me paraît extrêmement important. Et ce que tu viens de décrire qu'on va développer, ça touche à la fois l'enfant, mais ça peut aussi toucher la famille. Parfois, c'est la famille qui est mise sous emprise par l'agresseur, ou c'est un membre de la famille qui exerce une emprise sur Oui. tous les autres membres de la famille. Donc, effectivement, le non-respect des limites, c'est quelque chose qui va contribuer à la sensation de mon corps ne m'appartient pas, en fait. Donc, l'intimité n'est pas respectée, le courrier est ouvert, le téléphone est fouillé, le journal intime est lu, mais c'est aussi de façon très matérielle. La salle de bain, les toilettes qui n'ont pas de verrou, ou qu'on Mhm. n'a pas le droit de fermer. Il faut laisser ouvert, ou le père va venir utiliser les toilettes alors que sa fille adolescente est sous la douche, par Mhm. exemple. Ça peut être les parents qui ont des relations sexuelles avec la porte ouverte. Enfin, ça peut prendre différentes formes et s'exprimer dans différentes zones comme ça de la vie familiale. Mais globalement, ce sont des familles où il y a de l'inceste, ce sont des familles où on a déjà au préalable ce terrain que nous on appelle incestuel, c'est-à-dire à risque Oui. d'inceste, à une ambiance où finalement la limite entre les individus et entre les générations est un petit peu estompée, la pudeur n'est pas respectée, l'intimité, en particulier des enfants ou des plus vulnérables, n'est pas respectée non plus. Et ça fait une espèce de zone grise qui permet une continuité dans un certain nombre de cas vers l'inceste. Ça ne débouche pas toujours sur l'inceste, mais c'est déjà suffisamment toxique. Mhm. Et ce qui est redoutable là-dedans, c'est que ça apprend à l'enfant de façon très implicite, très automatique, quotidienne, que son intimité mérite pas d'être respectée, que il n'y a pas vraiment de pudeur à avoir, même si ça, lui peut, généralement l'enfant à un moment donné a un sentiment d'avoir besoin de pudeur dans son développement, mais c'est pas respecté, donc non, je fais confiance aux adultes, ils doivent avoir raison. Et ça rend aussi l'enfant vulnérable à l'extérieur de sa famille.
parce qu'il n'a pas les comportements de protection de sa pudeur, de son intimité, et le réflexe de réagir Ouais. si ses limites sont franchies, puis qu'il a l'habitude qu'elles soient constamment franchies. Et ce sont des enfants qui sont repérés par certains agresseurs sexuels euh, du fait de cette fragilité de leur capacité à se protéger, alors que ça devrait d'abord se construire en famille. Oui. Et d'ailleurs, se construire en famille, tu parles de cette idée du maillot, qu'un parent peut dire que tout ce qui se trouve sous le maillot, eh bien en fait, on ne doit pas y toucher sans le consentement, et en tout cas, c'est interdit d'y accéder par quelqu'un d'autre qui n'est pas un adulte de confiance ou autre. Tout à fait. Le maillot, c'est vrai que c'est très tôt, un enfant sait ce que c'est qu'un maillot de bain. Donc Hmm, ça aide bien. c'est ça. Donc, outrepasser les limites, donc c'est l'affaire des parents de pouvoir respecter les limites, mais aussi eux de faire attention à leurs pratiques. Tu parles aussi de parents qui évoquent librement l'aspect sexuel devant les enfants, qui font des blagues grivoises ou qui dépassent justement du point de vue verbal. Là aussi, c'est un terrain propice à ça, finalement. L'enfant n'a pas consenti à écouter cela et ça Oui, risque de créer de la confusion chez lui. tout à fait. Et ça peut donner un enfant qui a l'air d'être, comment dire, plus mûr, plus éveillé sexuellement qu'il ne l'est vraiment, qui répète des blagues qu'il a entendues Hmm, qu'il ne comprend pas nécessairement. Et ça peut très bien être interprété par une personne mal intentionnée comme ah bah il est déjà prêt en fait hmm, sexuellement, donc je peux y aller. ouais, C'est quand même ça rend vraiment vulnérable. tout à fait. Rendre dépendant, c'est la deuxième étape au niveau de Mm. l'emprise. Qu'est-ce que cela signifie, rendre dépendant? Rendre dépendant, c'est faire en sorte que si jamais il y a des violences, la victime est suffisamment vulnérable et dépendante pour que ce soit un enjeu de révéler. Donc c'est en quelque sorte verrouiller les choses en amont. Alors évidemment, il y a la dépendance affective. Hein. De très nombreuses victimes disent mais en fait c'est quelqu'un que j'aimais, c'est quelqu'un qui prenait soin de moi. C'était Hmm, des fois qui disent c'est la seule personne qui était à mon écoute, qui pouvait être gentille avec moi, qui m'avait donné de l'affection. Quand un enfant est vulnérable et par exemple qu'il est maltraité dans sa famille et qu'il trouve une oreille attentive, hmm, il est vulnérable à cette oreille attentive, à la bienveillance de cette personne-là, oui, par exemple. Et les personnes qui commettent des violences sexuelles savent repérer ces enfants vulnérables et savent tester le terrain aussi. C'est-à-dire voir si quand ils s'approchent de l'enfant et qu'ils essayent de générer des confidences, de devenir plus proches que lui, que hmm, ce serait justifié, si c'est un enfant qui se protège ou pas, ce qui nous ramène au point précédent, hein, de commencer à lui faire parler de sa sexualité, c'est un ado, est-ce que tu te masturbes, est-ce que tu as déjà eu une copine, des choses qui vont ensuite le rendre dépendant parce que s'il a révélé par exemple qu'il était homosexuel ou que oui, il se masturbe, des choses qui seraient très gênées de dire à ses parents, ou qu'il a regardé du porno, ou enfin toutes sortes de choses, il y a un enjeu en fait. Il oui, est tenu par si je révèle les faits, est-ce que il va pas révéler ce que je lui ai dit, comme ce que j'ai confié comme secret, par exemple. c'est Donc le ça. secret, c'est là aussi, c'est une bonne habitude à prendre, c'est de dire pas de secret. Tu fais Le le distinguo secret entre est, secret et surprise d'ailleurs. C'est-à-dire oui, plutôt complètement. employer le mot surprise plutôt que le mot secret, qui est dangereux. Mhm. Mhm. C'est-à-dire le secret, on peut le définir auprès de l'enfant comme quelque chose qui fait mal, qui est lourd à porter, qui est pas joyeux. Hmm, Alors que la surprise, il y a l'idée que ça dure pas aussi. hmm, Alors que le secret doit durer pour toujours, en théorie. oui, Et que la surprise, c'est plutôt une chose pour laquelle on se réjouit et qui ne va pas durer. oui. Mm. Important, hein, parce que beaucoup de parents emploient ce terme de secret et malheureusement Ouais, sans y voir cette possibilité de ouais, réutilisation hein, ouais, dans ce ouais, tout à contexte-là, fait. pardon. C'est pas... La dépendance peut être aussi financière, ou même Tout du à point de fait. vue du matériel, ou en tout cas, tu donnes l'exemple d'adolescents qui ont malheureusement subi des violences sexuelles, mais qui n'ont pas révélé ceci parce que la personne les amenait à la piscine. Et donc ils se seraient dit, si je révèle, bah, je ne veux plus pouvoir aller à la piscine en fait, alors Oui, que c'est pour eux ça. c'était un instant de bonheur d'y être. Ouais, ouais, c'est ça. Avec un contexte de famille très défavorisé. Hein. Et là, c'est l'exemple de la piscine, mais ça peut être un copain de la famille qui emmène en week-end, l'enfant seul. Enfin, ça doit quand même un peu faire tiquer, surtout si c'est lui qui Hmm. propose. Enfin, c'est la nature de la relation. Je dis pas que c'est forcément Oui, quelqu'un qui est mal intentionné, mais
la nature de la relation et de l'intimité, le niveau de l'intimité entre cette personne et la famille n'était pas euh, propice à ce genre de week-end ensemble ou de sortie où c'est l'entraîneur qui ramène systématiquement l'enfant à la maison et qui du coup va se retrouver seul Hmm. avec cet enfant dans la voiture. Il y a un certain nombre de procédures qui ont été mises en œuvre d'ailleurs dans les pays d'Amérique du Nord pour ce genre de situation. Si vraiment l'entraîneur n'a pas le choix, que l'enfant est resté seul, le parent est coincé dans les bouchons, il n'a pas le temps de venir le chercher et il est seul avec l'enfant, Hmm. il peut appeler le parent depuis son téléphone et que l'enfant reste avec son parent au téléphone pendant tout le temps du trajet. Ouais, Des petites d'accord. choses aussi pour se protéger, eux en tant qu'adultes, bien sûr, hein, puisqu'il y a Oui, plus de procédures aux États-Unis. Mais c'est assez astucieux et ça permet de rassurer tout le monde, y compris l'enfant, dire bah écoute, j'arrive, je suis coincé dans les bouchons, ou je suis coincé dans le train. oui, en effet, en effet. Mm. Et vivement que ça soit mis en place en France aussi, hein, finalement, ce type Mm, d'approche aussi. mm, mm. Euh, Endormir le sens critique, c'est la troisième étape. Qu'est-ce que ça Ouais. signifie endormir le sens critique? Alors ça porte souvent sur des choses qui commencent à être anormales. Ce qu'il faut avoir en tête, je trouve, pour un parent, c'est que comme les violences sexuelles sur mineurs sont rarement par le fait d'inconnus, rarement avec de la violence physique associée, c'est un processus lent qui met un certain temps à se mettre en place. Hmm. Ce qui veut dire qu'il y a des signes précurseurs. Et c'est une grosse partie de mon travail dans ce livre, c'est de sensibiliser aux signes Oui. précurseurs. Des choses qui vont parfois faire tiquer les parents, mais ils vont pas réussir à mettre le sens qu'il faudrait dessus. Donc c'est pas des choses qui sont nécessairement invisibles, au contraire, mais en tant que parent, on voit pas forcément le mal partout. Et c'est pas le Hmm. sujet, hein, d'ailleurs, c'est pas l'idée de devenir complètement parano. Mais l'idée, c'est que avoir ces connaissances des modes opératoires, des profils, des situations à risque, ça permet que quand on tique, on puisse en faire quelque chose. Oui. Et donc là, concrètement, endormir le sens critique, c'est commencer à faire des cadeaux, c'est commencer à faire des compliments de façon excessive, de façon ciblée, alors soit que sur les enfants, soit que sur un enfant en particulier. Hein, c'est un instit, un animateur, un proche, un oncle, une tante, qui fait systématiquement, qui couvre de cadeaux cet Hmm. enfant, ou qui lui fait des petits traitements de faveur un peu spéciaux. Enfin, ça peut être anodin. Hmm. Mais même si c'est anodin, est-ce que c'est une bonne chose en fait? Oui. C'est peut-être pas une bonne chose de laisser l'enfant s'habituer à ça, à s'habituer à avoir ce traitement de faveur disproportionné. Je parle vraiment de quelque chose de disproportionné. Oui. Et ça peut amener aussi quand même les parents à se questionner sur mais c'est quoi les motivations de cette personne en fait? Et puis elle met mon enfant dans une situation qui est un peu délicate en le favorisant comme ça aussi vis-à-vis des autres enfants, de ses camarades. Enfin, c'est pas très sain en fait, même Hmm. s'il n'y a pas de question de violence sexuelle derrière. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant d'être assez décomplexé en tant que parent, de se dire mais ok, je suis pas en train de le traiter d'agresseur sexuel, je suis juste en train de recadrer un truc qui est pas très équilibré pour mon enfant. De Oui. s'autoriser à agir tôt, de s'autoriser à agir quand on tique. Et je pense que comme beaucoup de parents ont été éduqués dans la soumission à Oui. l'autorité, on n'a pas été éduqués à apprendre à dire non, sans se fâcher et péter un plomb, c'est-à-dire pouvoir se fâcher sans péter un plomb, pouvoir dire ce qu'on pense, ce qui n'est pas ok pour nous, recadrer les choses, sans que ce soit le drame dans la relation. C'est pas des compétences qu'on a beaucoup en fait en France. Hmm. Et ça me paraît vraiment important pour les parents de les développer parce que c'est en les développant qu'ils protègent leur enfant et c'est en les développant qu'ils apprennent à leur enfant à le développer eux-mêmes. C'est Oui. bien de dire à son enfant, tu sais, il faut savoir, t'as le droit de dire non, il faut savoir dire non. Mais en fait, si l'enfant il voit constamment des adultes qui s'écrasent, qui tiquent, qui voient des trucs pas tout à fait normaux, typiquement, je sais pas moi, l'enfant est invité en soirée pyjama et puis le papa de la famille se déambule en caleçon. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Hmm. En peignoir, enfin à moitié nu. Et si l'enfant leur dit ça le lendemain matin, bah, j'ai vu le papa de Maël, il était juste en caleçon, il est très très poilu. Enfin, ok, peut-être qu'il faut en dire quelque chose de ça. Oui. Et sans en faire tout un plat, sans en faire toute une Oui. histoire. Mais dire, ah oui, au fait, je voulais dire, ma fille m'a raconté qu'elle t'avait vu en caleçon, ça l'a un peu impressionné, un peu choqué. La prochaine fois, j'aimerais que vous soyez plus habillés si elle revient Oui.
vous restiez habillé on va dire, en habit Oui, de monnaie courante du quotidien. C'est juste, et sans dramatiser, sans dire ah mais elle est traumatisée ou sans dire je t'en veux à mort. mm, S'autoriser à faire ces petits recadrages-là. Parce que oui, si cet homme, c'est peu plausible, mais si cet homme est un agresseur en puissance, qui est en train de tâter le terrain, et oui, la première soirée pyjama, il va effectivement faire un petit truc qui n'est pas médico-légal. oui, Et il va voir, est-ce que l'enfant réagit? Est-ce que l'enfant se protège? Est-ce que l'enfant parle à ses parents? Est-ce que les parents réagissent? c'est un test. C'est un test. Mais comme un cambrioleur, il va faire un premier passage dans un quartier, il Oui, va peut-être aller se rapprocher, voir si la maison est vide. Enfin, c'est oui, le même type de mode opératoire. Hein. bien sûr. C'est rare que les actes soient impulsifs, en fait. C'est construit, c'est préparé. Et puis la fois suivante, probablement que le test ira un petit peu plus loin. Et encore un petit peu plus loin. Donc c'est extrêmement important, même si cette personne n'est pas forcément mal intentionnée, de s'autoriser à recadrer des choses qui nous semblent déjà être des petits dérapages, Oui, pour montrer à l'enfant comment on fait, et aussi pour être cohérent, et que mm, l'enfant fasse l'expérience que, bah oui, en fait, son intimité, elle mérite d'être respectée. bien Même si sûr. c'est pas dramatique, c'est quand même un petit truc, voilà, enfin. Oui. De toute façon, si l'enfant est choqué, si l'enfant émet justement un sens critique par rapport à ce qu'il observe, il est important de l'écouter, de le croire. Et ce que tu évoquais, c'est une technique que tu mets en avant, c'est le fait de nommer ce qui s'est Mm, passé mm, et de recadrer. mm, Et je trouve que, alors tu rappelles souvent ceci parce que je trouve que c'est très intéressant parce que les parents sont souvent démunis et ne savent pas comment réagir. Mais en mm, fait, avec ces deux étapes, je nomme, c'est ce que tu viens de faire, hein, voilà, se promener comme ça, torse nu, etc. Mon enfant m'a dit ça, nommer ce qui s'est passé, mhm, et recadrer, j'aimerais que ça ne se reproduise plus, parce mm, que, voilà, nommer, recadrer. Et mm. tu dis, on passe ensuite à autre chose. Voilà. Ne pas en Voilà. faire un drame, pas en faire tout un plat, faut pas que ça en fasse une affaire d'État. Enfin, que la personne comprenne que on n'est pas en train d'en faire plus que ça, mais Oui. on a besoin de le dire. Et ça paraît vraiment essentiel comme compétence. Je pense qu'il y a énormément de parents qui font de l'évitement. Et que dans notre société, on nous apprend à faire de l'évitement des conflits, à arrondir les angles, à pas trop dire, à passer à autre chose, à se dire oh bah c'était un jour comme ça, à pas faire cas en fait de ce genre de petits incidents qui sont effectivement probablement pas graves le plus souvent, mais qui pourraient dégénérer et Mm. qui, même si cette personne-là est pas forcément mal intentionnée, la prochaine fois que mon enfant va en soirée pyjama chez un autre parent ou se retrouve dans une situation similaire avec une trop grande promiscuité par rapport à la qualité au type de lien, bah, le risque c'est que là il tique plus. Et oui. Parce qu'il a l'habitude, quand il va chez Maël, que le papa soit tout le temps à moitié nu. Donc ça fragilise l'enfant. C'est pas forcément une question de faire un procès à ce parent-là et dire Mm. oh lui c'est un agresseur sexuel en puissance. C'est pas le sujet. C'est voilà, ça fait réagir mon enfant. Ça me semble pas tout à fait approprié. J'ai conscience que ça pourrait être un premier pas, Oui. que ce soit là ou une prochaine fois avec d'autres gens. Et mon job à moi, c'est de montrer à mon enfant comment on fait et de Alors, comment on m'assurer de sa fait? sécurité. Justement, parce Mm. que comment faire que l'enfant s'affirme? Donc déjà, comme tu disais, il faut que le curseur soit au bon niveau, c'est-à-dire que l'esprit critique de l'enfant ait été exercé et Mm. que l'enfant ait été écouté, qu'on lui ait fait comprendre que son corps est précieux et qu'il ne doit pas, voilà, qu'il peut dire non hein, tout le temps lorsqu'il s'agit de ça. Donc le consentement, donc travailler sur le consentement. Et quels sont les autres réflexes que nous pourrions avoir? Alors, tu parles notamment de nommer les parties du corps avec l'enfant, Mhm. de Mhm. savoir de quoi il s'agit, quelles sont les parties intimes. D'ailleurs, tu parles de ce terme-là. Peut-être d'éviter des termes qui sont autres que cela pour qu'on soit clair sur ce dont on parle et que Mhm. l'enfant soit capable de dire ça c'est non, ce sont mes parties intimes en fait. Et Mhm. quand il devra transmettre le message à un adulte, qu'il puisse dire cet adulte-là s'est approché de mes parties intimes ou encore il y a eu ce qu'on appelle un toucher inapproprié Mhm. ou approprié. Tu fais également ce Mhm. distinguo. Alors, je voudrais juste préciser que tout ce que j'ai mis dans ce livre, c'est issu de la recherche. C'est pas quand c'est moi qui le dis, inapproprié, approprié, c'est juste un relais. Oui. J'ai fait une recherche très approfondie de la littérature sur
quels sont les facteurs de risque en fait pour l'enfant Oui. pour qu'il soit exposé. Et par exemple, le manque d'éducation sexuelle de l'enfant est à la fois un facteur de risque d'être victime, mais aussi un facteur de risque de devenir agresseur. Oui. Donc c'est énorme ça en termes de prévention, même si je comprends tout à fait que pour les parents qui nous écoutent, ce soit pas de gaieté de cœur, c'est souvent très compliqué, ça rend mal à l'aise de parler de sexualité avec son enfant, c'est dur de savoir comment faire, à quel âge dire quoi, avec quels mots, enfin voilà, il y a plein de ressources par rapport à ça, donc j'invite vraiment les parents à se renseigner. J'en ai listé un certain nombre dans le livre, justement des ressources pour enfants, pour ados, mais aussi pour les parents. Il y a plein de sites, maintenant on a une chance quand même incroyable, on a une quantité de sites internet qui nous permettent de nous aider, enfin d'aider les parents sur comment Hmm. j'aborde les choses, à quel âge je dis quoi et comment je procède. Alors peut-être qu'un message que j'ai envie de passer par rapport à ça, c'est toujours partir de l'enfant, toujours Oui. partir de ce que l'enfant sait, de ce que l'enfant croit, de ce que l'enfant a compris. Donc si l'enfant pose une question, bah, qu'est-ce que tu crois toi? Ça, c'est la meilleure. Quelle question, par exemple, il Oh pourrait bah, poser, hein? comment on fait les bébés, hein, tout Voilà. simplement, pour prendre les toutes Ok. premières. Ou Maëlle, on va reprendre Maëlle. Maëlle m'a dit que les bébés sortaient par le nombril. Ouais. Ou j'ai entendu les garçons de ma classe parler d'une histoire de sexe tout dur, par exemple. Et donc, t'as compris quoi? Ah oui, et pourquoi tu crois qu'ils rigolaient? Oui. Et qu'est-ce que tu te poses comme question? Au lieu de sortir sa casquette de scientifique, dire alors, ma chère, l'érection, Ouais. alors que l'enfant, ça peut vraiment le choquer. On a Ouais. raison d'être vigilant sur la question de l'éducation sexuelle. Il ne s'agit pas de dire des choses trop crues trop tôt, hein. On sait bien que c'est l'autre extrême, entre le tabou et puis Oui. la traumatisation, on va dire, ou l'effraction. Il faut qu'on trouve un juste milieu. Et partir de l'enfant, c'est quand même une bonne solution. Voir qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il a compris, qu'il a peut-être compris de travers, typiquement l'exemple du nombril, et de quoi il a besoin à ce stade. Qu'est-ce qu'il a besoin de comprendre? C'est quoi sa question? C'est quoi sa peur? C'est quoi qui l'inquiète? Hmm. Répondre à ça. Plutôt que d'aller le gaver et se dire, ça y est, je lui ai tout dit, c'est bon, je suis débarrassé. On répond à Oui. notre inquiétude, finalement, en tant que parent, si on Ou fait encore ça. d'éluder, de dire non, mais c'est pas ton âge, Quand ou tu seras plus grand. Ouais, quand tu seras plus grand. Ouais. ouais. Donc, l'éducation sexuelle est faite d'avoir les bons mots. C'est très protecteur. Et ça, c'est vraiment une donnée issue de la recherche Hmm. scientifique. Les enfants qui ont une éducation sexuelle sont moins à risque d'être victimes et moins à risque de devenir agresseurs. Et pour ce qui est, pour le coup, ma petite addition personnelle dans le livre, c'est je dirais mon expérience clinique, d'une part avec les victimes et d'autre part avec les agresseurs, et d'avoir travaillé 15 ans en prévention de la récidive avec des agresseurs sexuels. Clairement, ils étaient capables de dire, un enfant qui n'a pas les mots, c'est un enfant qui, comment dire, euh, ou à l'inverse, un enfant qui a les mots, qui est dégourdi, qui Hmm. s'affirme, c'est un enfant qui allait être plus dissuasif, en fait. Oui. Alors, je vais être claire, c'est pas de la faute de l'enfant ou de ses parents s'il est victime. En revanche, ça veut pas dire qu'on peut rien faire. Et d'avoir conscience de ces facteurs de vulnérabilité pour travailler dessus, pour ne pas favoriser, on va dire, la tâche des agresseurs, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. On n'est pas impuissant. Et ça, c'était vraiment Hmm. le message que je voulais passer dans mon livre, c'est qu'actuellement, les parents commencent à avoir conscience qu'il y a un risque, mais sont un peu pris entre le marteau et l'enclume de il y a un risque, mais je sais pas quoi faire, je me sens coincée. Alors Oui. qu'il y a plein de choses qu'on peut faire très tôt. Notamment lire des livres sur le sujet. Tu en références beaucoup Mm. dans ton ouvrage. Il n'y a pas S'intéresser, besoin de regarder tout des lire, hein. Je vidéos. veux pas que les parents se mettent la pression. Mais oui, il y a des livres, il y a des vidéos, il y a des sites Ouais. internet et de savoir, au fur et à mesure, en fait, hein, comme toujours, en tant que parent, on se pose des questions, puis ça se tisse au fil de l'eau. Donc de savoir où sont les ressources et qu'on peut compter dessus, c'est ça l'essentiel, à mon avis. Et des activités. Parce que, comme tu l'évoquais, et le jeu est le terrain propice de l'enfant, on peut très bien imaginer des scénarios, et là, comment tu réagirais, des sortes de jeux de rôle, ou avec des Mhm. figurines, justement. Mhm. D'ailleurs, ce type de jeu peut aussi permettre à l'enfant de parler de ce qu'il a pu vivre. Mhm. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous toucher deux mots de ceci, de ce média, justement, du jeu? Oui. Pourquoi un enfant avec qui on joue va plus facilement parler de ce qu'il aurait pu vivre en termes de violence sexuelle, par exemple? Mhm. Alors je voudrais juste préciser que dans ces jeux-là, ce qui est recommandé, c'est que le parent ne joue jamais l'agresseur. D'accord.
qu'il fasse pas une mise en scène où on fait Oui, semblant d'eux et où l'enfant lui apprend à dire non. Ça, c'est quand oui, même assez déconseillé. Donc, ça peut être effectivement une discussion avec et si il se passe ceci, et si il se passe cela, de la même, alors sans entrer dans des choses crues, hein, bien sûr, mais de la même façon qu'on dirait, bon bah voilà, là on entre dans un centre commercial, si tu te perds, qu'est-ce que tu fais? hmm, Tu restes là où t'es. Tu t'approches d'une famille, enfin, sans trop te déplacer, tu demandes l'aide à oui, une oui, famille. Donc, un peu voilà, les grandes lignes de la conduite à tenir. Ça va être, bah, tu pars en colo ou tu pars en soirée pyjama. Donc, si jamais on t'embête, c'est là que c'est intéressant de penser large. C'est parce qu'il n'y a pas que les violences sexuelles, malheureusement. Ça peut être des violences hmm, physiques, ça peut être un camarade qui vient, ils dorment dans la même chambre, il vient dans le lit, chatouille, il rigole, il m'embête, j'ai envie de dormir en fait. Donc on peut prendre des exemples très anodins et avoir la même efficacité en hmm. termes de message. C'est bah, s'il te touche ou s'il vient t'embêter alors que t'as pas envie, bah non en fait, tu as le droit de dire non. Donc comment tu fais? À qui tu demandes de l'aide, qui À tu qui vas tu demandes de chercher. l'aide, oui. Donc, Hmm. d'avoir travaillé en amont. Le danger, c'est de trop en demander à l'enfant. Pour l'instant, à mon avis, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre-là. Les modèles qu'on a, c'est apprendre à l'enfant à dire non, lui dire qu'il y a le consentement, en gros, et que son corps lui appartient. C'est mettre beaucoup de responsabilités à l'enfant. Donc l'idée, c'est que les parents, en amont, soient chargés de ce repérage de quelles sont les situations à risque, quelles sont les Oui, personnes potentiellement à risque, quelles sont les choses que je peux recadrer, comment je peux recadrer tôt, en amont, avant que les situations éventuellement se dégradent, etc., etc. Donc ça me paraît assez important. Maintenant, voilà, cela étant dit, il y a une petite place, je pense que la hmm, responsabilité, surtout sur les adultes, oui, et une petite place pour cette sensibilisation auprès de l'enfant, avec des jeux, avec des peluches, des Playmobil, ce qu'on veut, avec toutes sortes de situations. Moi, je conseille, enfin, je pense que c'est intéressant là aussi, de partir de l'enfant, de pas sortir les choses. Ah, j'ai vu une vidéo avec Papa Positif qui était super. Tiens, mon chéri, faut que je te parle d'un truc. Viens jouer avec moi. Non, mais ce serait tentant, évidemment, bien parce sûr. qu'une fois qu'on a pris conscience, puis qu'on a un outil en tête, on a envie, on a envie d'y aller. Et je pense que c'est beaucoup plus juste de partir d'une situation qui émerge de la part de l'enfant. Et en fait, quand on est vigilant, il y en a plein. Hmm, Des situations un peu abusives, de harcèlement ou de micro-harcèlement à l'école, dont l'enfant est témoin, pas forcément oui, directement auteur ou victime, qui nous rapportent toutes ces petites anecdotes qui vont pouvoir rapporter aussi d'un propos d'un prof qui a été un peu, bon, qui a un peu dérapé, quoi. Un prof s'est fâché, il était pas cool. hmm, Bon, c'est pas dramatique, mais voilà, là, on va pouvoir parler de ça. Ah ben, qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre? Tiens, si lui, c'est le Playmobil, c'est le prof. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire autrement? oui, Ou s'il y avait eu un adulte là pour défendre les enfants dans la classe, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Et puis ça peut être aussi, bah, tu veux que je lui en parle, moi, que je lui en touche deux mots, sans là non plus, hein, sans en faire tout un bien pataquès. sûr. Moi, bah, Louise, elle a été un peu choquée hier. Vous avez crié dans la classe, c'était une journée difficile, on dirait. Oui, Enfin, déjà, juste le nommer, de dialoguer là-dessus. Et oui, puis, il y a aussi un autre support que j'aime beaucoup personnellement, c'est les histoires. Dans beaucoup d'histoires, alors il y a des livres qui sont faits pour, mais en fait, il y a beaucoup d'histoires où on peut parler de ça, hmm, parce que c'est quelque chose qui préoccupe les gens, donc ces histoires ont été produites dessus. Et pour un très grand basique, le petit chaperon rouge. oui. Le petit chaperon rouge, on lui dit que c'est dangereux. Mais à la base, est-ce que c'est approprié de le laisser traverser le bois en lui disant qu'il y a un danger? C'est pas tout à fait sûr. Et puis, une fois qu'elle rencontre le danger, qu'est-ce qu'il fait? Comment il s'y prend le loup pour l'endormir? Comment est-ce qu'il, alors qu'elle a été prévenue? En fait, ce que ce conte nous dit, c'est ça sert à rien de prévenir votre enfant, faut le protéger. Enfin, Oui, de mon point de vue, c'est ça. oui, 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 Mais oui. donc, qu'est-ce qu'on peut dire à l'enfant? Des regards, on va commenter les images. Regarde, qu'est-ce qui fait que c'est bizarre, c'est un loup. Qu'est-ce qui fait que le petit chaperon rouge s'enfuit pas en courant? Ah, bah, il lui a donné l'idée de cueillir des fleurs, ou regarde, il a un Ouais. grand sourire, ou L'emprise. c'est ça. C'est l'emprise. Il y a des exemples très concrets dans beaucoup de contes de fées, hein. Donc, Oui, de questionner l'enfant, de le faire lui réfléchir, plutôt que de lui servir la béquille. Ah bah là, il sourit et puis il lui fait des compliments et puis je ne sais quoi d'autre. De lui dire, mais à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'elle s'enfuit pas en courant? oui. C'est étonnant quand même, non? Et
En faisant comme ça, on prépare l'enfant parce que souvent, alors ces contes de fées, je t'avoue que je suis pas très partisan parce que la portée initiale des contes de fées, c'était pour justement développer l'obéissance des On est enfants d'accord. par la peur. Et Mais en même temps, justement, les enfants, ils sont exposés. comme tu le Mm, mm, décris, c'est mm. tout à fait différent. Ouais. C'est-à-dire que ça permet à l'enfant de réfléchir à ce qui est en train de se produire, de se préparer aussi peut-être à la peur ou la surprise Mm, qu'il pourrait ressentir. Et c'est une des armes, entre guillemets, des mm, agresseurs, surprendre mm, pour pouvoir faire ensuite, malheureusement, ce qu'ils ont à faire. Donc le fait de vraiment discuter des contes et voir ces possibilités alternatives de réaction, ce que ressent le petit chaperon rouge, pourquoi ne réagit-il pas, ne réagit-elle pas comme ça? Ça permet de donner des outils à l'enfant et de mm. se dire, ah bah oui, mais peut-être plus tard dans cette situation, si jamais ça se produit, ou si je vois quelqu'un qui est dans cette situation, parce que c'est pas non plus que l'enfant qui est concerné, je pourrais agir comme ça, Mm, je pourrais appeler à l'aide, mm, etc., etc. Donc je trouve que ce point de vue-là, c'est très important de le faire, cette collecture et cette discussion sur ce mm, qui se passe du point de vue aussi métaphorique mm. autour de ces contes. Ouais. Et puis de dire, bah, en fait, elle aurait pas dû être envoyée dans la forêt par sa maman. C'est ça le problème. Et donc, elle peut pas dire non. Elle est trop petite. C'est Oui. impressionnant, un loup. Et puis, le loup, il est habile, il est malin. Et ça pose un jalon de, si jamais par malheur ça arrive, bah, c'est comme pour le petit chaperon rouge, en fait. T'as été dans une situation, tu peux pas dire non. Ça existe déjà, en fait, cette Oui. représentation-là. Et ça peut être aussi concernant un tiers. C'est une copine, un copain. Ça peut être autre chose que des violences sexuelles. La sidération, ça survient dans différents types de situations. Mm. Donc Mm. là aussi, ce que j'aime bien, c'est que ça prépare à plein de situations dans la vie. Et c'est plus fluide pour les parents parce qu'on ne se focalise pas que sur les violences sexuelles. Oui. On se focalise sur la protection vis-à-vis de plein de situations relationnelles potentiellement difficiles. Oui. Et tu pointes donc là-dessus le lien entre le style éducatif et la vulnérabilité par rapport aux violences sexuelles, et notamment le terreau que Mmh. représentent les violences éducatives ordinaires par Mmh. rapport à ça. Un enfant qui est habitué à être dominé, à obéir, va forcément être plus vulnérable à des agressions autres, et peut-être même à reproduire ensuite, peut-être plus tard, justement, selon les violences qu'il a lui-même subies. Donc cette éducation, tu parles de coopération, de collaborative, cette éducation Ouais. collaborative avec l'enfant est très importante, c'est lui donner la parole, c'est l'aider aussi à ne pas être en dépendance affective non plus, ou en carence affective, qui pourrait Mmh. aussi le rendre vulnérable. Donc, encore une fois, cette éducation sans violence est un moyen de préparer les enfants et de pouvoir les protéger aussi sur le long terme, et aussi dans la transmission, lorsqu'ils eux-mêmes deviendront parents, de pouvoir préparer leurs propres enfants à Mmh. cela, quoi. C'est-à-dire que la coopération permet de donner du sens aux limites. Les agresseurs sexuels avec lesquels j'ai travaillé, si je leur disais, mais vous savez que c'est interdit, Mm. ils me disaient, oui, bien sûr, je sais que c'est interdit par la loi. Mais si demain, il y avait une abolition de ces lois-là, vous diriez quoi? On ne serait pas dans la rue à réclamer qu'elles soient réhabilitées. Pourquoi? Parce que si je leur demandais, mais vous savez pourquoi c'est interdit? Mais honnêtement, toute bonne foi, la plupart d'entre eux n'avaient aucune idée. Enfin, ils auraient pu dire de façon très plaquée, hein, parce que ça fait du mal aux enfants, parce que ça les traumatise. Mais en fait, concrètement, ça génère quoi? Qu'est-ce qui vit l'enfant? L'interdit n'est absolument pas assimilé, il n'a pas de sens, il n'y a pas de pourquoi. Euh, Qu'est-ce que vit l'autre en fait? Mm. Ça paraît fou, hein? Ça paraît vraiment fou. Mais pourtant, vraiment, enfin, il y a cette espèce de difficulté à se représenter l'autre avec toutes sortes de croyances sur si l'enfant, comme on a sur les violences sexuelles sur les adultes, hein, si l'enfant dit pas non, c'est qu'il est d'accord. S'il n'y a pas de violence physique, bah, du coup, il n'y a pas de viol. Enfin, toutes ces fausses croyances qui sont complètement erronées. C'est vrai, quand on élève un enfant avec de la coopération, et là aussi, c'est les recherches sur le sujet qui le disent, c'est pas moi, je suis juste un relais. On a un enfant qui est plus solide parce qu'il développe son sens critique. C'est-à-dire, tiens, je t'ai préparé tes habits. Oh non, je veux pas mettre la robe rouge, elle me gratte. Ok, mais regarde, je voudrais mettre ce short. Ah oui, mais regarde, là, il fait un peu froid pour un short. Je t'avais préparé une robe en laine exprès. Bon, Mm. donc on met du sens. C'est pas, oh bah t'obéis là, il est l'heure, vas-y, tu t'habilles, on y va. On met du sens, on collabore et on rend l'enfant capable, Mm. compétent.
on lui donne cette sensation de je peux prendre des décisions, je peux exercer mon jugement. Oui. On lui donne les informations. Évidemment, si ça s'avère compliqué, il vaut mieux préparer les habits la veille en regardant la météo ensemble. Il y a des moyens de faire les choses pour pas que ce soit dans le rush du matin et très très compliqué. Ce que je veux dire par là, par ce petit exemple-là, c'est pas forcément qu'on a besoin d'y arriver à chaque fois. On peut avoir des ratés, c'est pas grave. Le cerveau humain, il est assez tolérant à l'erreur. On peut réparer, on peut s'excuser parce qu'on a crié, mais que l'esprit, c'est que dans la mesure du possible, on coopère et qu'on aide petit à petit l'enfant à prendre ses propres décisions et à développer son sens critique. Oui. Et donc à intégrer. Pourquoi je mets une robe chaude aujourd'hui? C'est pas parce que papa et maman me l'ont dit. Ça a du sens pour moi. C'est parce que il fait froid en fait. Et ça peut être la robe rouge, la robe verte, un pull jaune, enfin peu importe. Il faut que j'ai un habit chaud. Oui. Parce qu'il fait froid dehors et que si j'ai pas d'habit chaud, je vais tomber malade. Donc c'est pas évidemment laisser l'enfant choisir, il sort en short et puis il est complètement congelé et il rentre avec un rhume. C'est vraiment pas du tout ça. Et là encore, c'est difficile de développer ces modèles et c'est quand même beaucoup là-dedans dans cette direction-là que tu travailles. Parce que pour la plupart des parents d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a reçu. On n'a pas reçu cette éducation-là dans la coopération. On est dans un modèle très coercitif. On est issu de travail famille-patrie. On est issu d'une société où, dans les années 50, par exemple, le chef d'entreprise, c'était un peu le pater familias au travail, où l'autorité parentale, finalement, le droit des femmes à avoir leur propre compte en banque, enfin être une personne à part entière, c'est quand même relativement récent dans la famille. Donc tout ça, c'est un modèle dont il faut qu'on sorte avec cette croyance qu'il faut absolument punir, qu'il faut absolument que l'enfant ait peur de son parent. Je suis navrée d'avoir révélé ça aux parents qui ne le savent pas. Un enfant qui a peur de son parent, c'est toxique en fait, en termes d'attachement. L'attachement, c'est une protection vis-à-vis du stress à l'échelle de la vie. C'est quand même un investissement important. Je dis pas que c'est facile. Mais être à l'écoute, promouvoir la coopération dès autant que possible le plus jeune âge, sans laisser faire n'importe quoi, c'est pas du tout la même chose. Développer le sentiment de compétence de l'enfant, ça va énormément contribuer au fait qu'il se sente capable de dépister les situations qui sont pas normales, de les révéler et de savoir que quand il va dire qu'il a passé une soirée pyjama et que le papa de Maël était en caleçon, qu'il a pas trouvé ça normal, que ça vaut la peine de le dire. Parce qu'il a l'habitude d'être écouté, il a l'habitude que ses émotions soient importantes. Et là encore, je veux pas qu'on tombe dans un extrême où le parent est sacrificiel, où il est à l'écoute du moindre petit bobo de l'enfant et ne s'écoute pas du tout. Modéliser, c'est aussi s'écouter, c'est aussi dire, écoute là, je suis désolée, ce soir je suis super fatiguée, ça t'embête si on en parle demain? Oui. Dans la mesure de l'âge de l'enfant, bien sûr, mais c'est aussi négocier dans les deux sens. Tout à fait. Ça, je pense qu'on l'oublie souvent. En tout cas, on l'entend pas forcément quand on tient ce type de propos, donc je préfère préciser. Bien sûr, exactement. Tu parles également beaucoup des adolescents, qui est une période à risque, à très grand risque au niveau de l'exposition aux violences sexuelles. Tu donnes beaucoup de pistes pour aider les adolescents, mais justement, une des pistes, c'est ce dialogue qui ne se ferme jamais. C'est-à-dire que ce dialogue avec l'adolescent, sans être intrusif, mais s'intéresser à ce qu'il fait, noter aussi les signaux de changement de comportement chez lui, qui peuvent dénoter une problématique dont il n'est pas en capacité encore de parler. Mais laisser cette porte ouverte, en fait, au dialogue, c'est ce que tu évoques, et cette sensibilisation, toujours, donc sans imposer, parce qu'un ado, de toute façon, c'est compliqué d'imposer, mais tiens, lis ce bouquin, non, c'est plutôt, peut-être aussi partir de ce qu'ils savent, parce qu'ils ont accès à beaucoup d'informations, aussi problématiques, genre le porno, qui peut être, tu en parles beaucoup dans le livre, mais toujours garder cette porte ouverte. Et si tu veux qu'on se parle de ceci, eh bien je suis là. Si tu souhaites que je t'emmène quelque part pour avoir des informations sur ceci, je te mène quelque part pour cela. Enfin, garder tout le temps cette disponibilité, cette ouverture. Donc c'est ce que tu évoques là, et ça implique qu'on peut le faire aussi, même si on ne l'a pas fait quand l'enfant était en bas âge. On peut commencer à le faire à l'adolescence, ceci. C'est mieux que rien. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de continuité et que ça va un peu arriver comme des cheveux sur la soupe. Après, je pense que ça peut être très utile de s'appuyer sur ses proches, sur l'autre parent s'il y a, sur d'autres parents qui vont se poser les mêmes questions, avoir le même genre de problème, sur des lectures, c'est-à-dire se préparer. Pas se jeter dans le grand bain sans avoir réfléchi à,
comment je vais aborder les choses, qu'est-ce qu'il faut que je lui passe comme message en fait, fondamentalement, Oui. qu'est-ce qu'il a besoin de savoir. Et tant qu'on n'en a pas parlé, c'est dur de savoir ce que l'ado a besoin de savoir. Donc peut-être qu'il a d'abord besoin de savoir ce que tu disais à l'instant. Écoute, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'infos, si tu veux qu'on en parle, si tu veux que je t'oriente vers, si c'est trop gênant d'en parler avec moi, que je t'oriente vers un professionnel ou vers un site internet, où il y a quand même plein de sites qui sont faits pour les ados, qui sont vraiment bien là-dessus, bah, je suis là. Mmh. Ça, pour moi, c'est la base. Savoir que, quoi qu'il arrive, on peut compter sur son parent. Et c'est vrai que si on a été élevé dans la punition, ben, c'est plus ambigu. Oui. On peut avoir la crainte que s'il y a un souci, ben, on va être puni et on va pas pouvoir compter sur son parent. Et c'est d'autant plus important qu'un tiers des violences sexuelles sont commises par des ados. Mmh. Donc là, on parlait de la protection vis-à-vis des risques d'être victime, mais il y a aussi une vraie protection par rapport au fait de devenir agresseur. C'est un aléa de l'adolescence, ça ne veut pas dire qu'ils vont être agresseurs sexuels à vie. Mmh. À l'adolescence, on est plein comment dire, de nouveautés, y compris sur le plan sexuel, y compris sur le plan amoureux, relationnel. On s'éloigne de ses parents, en même temps on en a encore beaucoup besoin. Il y a plein de choses qui explosent. Là aussi, évidemment, on explore, on Mmh. est maladroit, on a un cerveau qui n'évalue pas encore tout à fait bien le risque. Donc il y a un petit peu une longueur d'avance des envies sur la capacité d'évaluer le risque, ce qui fait que c'est quand même une période vraiment délicate pour ça. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe s'il y a eu un dérapage, s'il y a eu un raté, s'il y a eu un loupé, s'il y a eu voilà, quelque chose sans forcément être de la violence sexuelle caractérisée, mais qui est déjà un peu coercitif au niveau Oui. sexuel, ou maladroit, ou bon, bref, vers qui l'ado peut se tourner pour pas que ça se dégrade en fait et que ça vire à des violences sexuelles? Parce que là Mmh. aussi, ça va pas se faire du jour au lendemain. L'agresseur ne devient pas agresseur du jour au lendemain généralement. Mmh. Et là aussi, plus on a le dialogue et moins l'enfant, et en l'occurrence là l'ado, est dans la crainte d'une punition, plus ça va être facile pour lui d'aller chercher de l'aide auprès de ses parents, tout simplement. Oui. Tout à fait. On va conclure, si tu veux bien. C'est une préparation à la fois mentale et émotionnelle que tu proposes ici, et beaucoup d'informations qui sont exploitables tout de suite par les parents, y compris les parents qui ont été exposés eux-mêmes à des violences sexuelles. Et je trouve que le tour de force est réussi, c'est-à-dire que il ne va pas y avoir d'activation par rapport à cela, mais peut-être justement une prise de conscience, et pourquoi pas une démarche du parent qui a été lui-même victime pour se diriger vers un professionnel, pour être aidé. Parce que derrière le tabou, on en a parlé au début, il peut y avoir ceci, des traumas qui bloquent la parole, qui bloquent la verbalisation, et il y a un système de projection aussi qui se met en place. Donc il est important de pouvoir, chez nous adultes, pouvoir balayer tous ces freins au langage, au dialogue, à l'échange, et que cette posture qu'on va avoir va être aussi perçue un peu de manière inconsciente par notre enfant, notre adolescent, qui saura venir vers nous et nous parler de ces sujets qui pourraient paraître justement euh, repoussant si nous-mêmes on a quelques blocages, on va avoir quelques rictus quand l'enfant va parler de tel ou tel sujet. Donc ce livre prépare à cela et surtout il donne des clés. Il donne des clés qui nous permettent de passer à l'action. Donc de réfléchir à ce qui va se passer, de passer à l'action et de cultiver cette sensibilité aux violences. Pourquoi je parle de cela? Parce que avec l'exposition et la surstimulation sur toutes les informations qu'on peut avoir, l'exposition à la violence quotidienne, on peut avoir un curseur qui n'est pas au bon endroit. Et aujourd'hui, grâce à ce type de livre, et vraiment je te remercie de l'avoir écrit, on sait de quoi il s'agit, on sait qu'à un certain niveau ce sont des violences sexuelles, qu'à un certain niveau ce sont des violences éducatives ordinaires, et déjà poser des mots sur le mot violence, c'est-à-dire ce sont des violences, ça nous permet de prendre conscience et de pouvoir être dans l'action et dans l'accompagnement. Mm. Donc merci encore pour ce livre. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Johanna, peut-être? Mais merci de ton appréciation. Je suis très contente que ça t'ait plu et que, en tant qu'expert, on va dire, ça t'ait parlé. C'est vrai que c'était comment dire, c'était un petit peu un de mes exigences que je m'étais fixée, d'écrire quelque chose qui soit lisible, qui fasse que le parent n'ait pas envie de poser le livre parce que c'est insupportable, et qu'en même temps, le lecteur ait quand même suffisamment d'informations. Donc je parle des profils des agresseurs, Oui. dans la famille, en dehors de la famille, les femmes, les hommes, selon les âges, les situations à risque. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations et des petits exemples aussi, en essayant de rendre les choses les plus digestes possibles. Et ce qui me semble hyper important, pour terminer, c'est
de garder en tête que la plupart des adultes sont bien intentionnés à l'égard de l'enfant. C'est-à-dire que dès qu'on commence à se sensibiliser sur cette problématique, le risque, c'est évidemment de devenir complètement parano. C'est-à-dire de passer d'un extrême où on voyait pas le danger, où on a tous été dans ça n'arrive qu'aux autres, c'est pas possible qu'il y ait un agresseur sexuel dans mon entourage. Enfin, c'est humain, c'est normal. Et généralement, quand on est sensibilisé, on passe un mouvement de balancier d'un extrême à l'autre. Et donc, évidemment, le risque en lisant ce livre, c'est de devenir parano, de commencer à avoir un mal partout. Si jamais vous lisez, que ça vous arrive, ou si jamais cette vidéo vous fait cet effet-là, c'est normal, c'est une phase de transition. Faut pas le prendre au pied de la lettre, faut avoir conscience que c'est juste un processus, en fait. C'est pas pour autant que tout le monde est dangereux, que quand même, la plupart des gens ne sont pas des agresseurs sexuels, heureusement, et qui sont fiables, et qu'on peut en parler, s'appuyer sur les gens autour de nous, et bon, voilà, ça me paraît un message très important à garder en tête pour pouvoir assimiler l'information et rester positif quand même avec cette réalité-là. Oui, merci pour cette précision. Merci beaucoup, Johanna. Avec plaisir, À merci à toi. bientôt.